Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 186, et aujourd'hui, je reçois Mélina Pellé, avec qui on va parler d'activisme, d'éco-anxiété et comment surmonter les émotions négatives qui viennent avec ça. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que ça va bien, j'espère que vous rentrez dans cette saison automnale, dans la joie, dans la clarté. Pour moi, l'automne est toujours un moment d'énergie et de clarté. C'est comme le boost énergétique avant l'hiver, avant le retrait qui, pour moi, représente les années froides, les mois froids, les mois sombres. Et je suis super excitée parce que j'ai des gros projets en train d'être développés en ce moment. J'ai super hâte d'en parler, mais j'ai tellement de choses à dire que j'ai pas envie de toutes les dire en même temps. Et en même temps, bon, si vous n'êtes pas encore sur mon infolettre, c'est là que ça va se passer beaucoup. C'est là que je communique les nouveautés, c'est là que je communique en primeur à ma communauté. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous envoie un courriel tous les vendredis avec un digest, où je mets certains des contenus les plus importants de la semaine, ceux qui ont été publiés dans mes différentes plateformes. Et aussi, c'est là que je organise souvent des lancements en primeur, des pré-lancements. Et donc, vous avez toujours l'opportunité d'avoir les meilleures offres, les meilleurs prix, les meilleures nouveautés avant tout le monde dans l'infolettre. Si ce n'est pas déjà fait, mtamarque.com/infolettre. Et ça met la table pour la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'éco-anxiété. On va parler aussi d'activisme, parce que si vous m'écoutez ou si vous faites partie de ma communauté, vous savez aussi que je travaille avec beaucoup de personnes qui sont des agents de changement, donc des personnes qui veulent voir des changements arriver dans le monde, que ce soit au niveau microéconomique, au niveau de leur situation à eux, à leur famille, à leur communauté proche, ou plus macro, c'est-à-dire qu'ils sont investis dans des mouvements, dans des causes, dans des changements de paradigme qui nécessitent un travail qui est à la fois personnel, qui est à la fois émotionnel, qui est à la fois spirituel, mais aussi qui est très business, très pragmatique, très tactique. Donc aujourd'hui, j'invite une personne qui est absolument fascinante, qui s'appelle Mélina Pellé. Mélina, c'est une activiste, elle s'appelle activiste azimutée, j'adore ce mot, qui s'est brûlée. À un moment de sa vie, elle occupait un poste de management dans l'administration française où elle prenait des décisions quotidiennes sur le sort des demandeurs d'asile. Et elle s'est engagée pour la justice climatique, où elle est devenue une élue locale et s'est investie dans sa communauté en fondant une association franco-allemande. Tout ça avec 2 enfants de moins de 4 ans. Et ça s'est passé jusqu'à sa rencontre avec le coaching. Aujourd'hui, elle vit à Leipzig, en Allemagne, et elle coach les activistes, les changemakers, à réguler leur système nerveux pour manager, pour gérer leur stress et leur anxiété, mais surtout éviter l'épuisement. Elle a un modèle qui s'appelle le modèle 4H, qui représente les 4H pour Happy, Healthy, Hopeful and Healed, The Path to Mindful Activism, donc je dirais heureuse, en santé, pleine d'espoir et guérie. Et c'est un très beau modèle qui me parle beaucoup, comme je vous dis, non seulement dans ma relation avec le changement social, avec l'action, avec le changement de paradigme, mais aussi pour toutes ces clientes là, que j'accompagne qui sont dans des
dans des situations semblables, que ce soit autour du changement climatique ou non. Aujourd'hui, on parle plus spécifiquement d'éco-anxiété parce que Mélina, qui est très active sur LinkedIn, avait fait une publication et je trouvais ça super intéressant parce qu'on n'en parle pas et pourtant ça nous affecte probablement tous, ça affecte nos enfants. De plus en plus, moi je vois ma fille qui prend conscience de beaucoup de choses et puis je la vois, je l'ai vue l'autre fois dessiner une planète toute verte puis une autre planète toute jaune, puis elle me parlait genre du fait que c'était la planète pleine de déchets ou quelque chose comme ça. J'étais comme, ah, c'est intéressant. Elle a même pas 6 ans, puis elle connaît déjà beaucoup de notions sur la situation climatique, sur la nature, sur des choses comme ça. Et c'est sûr qu'en tant que parent, en tant que maman, ça me remonte à la conscience de voir comment accompagner aussi ma fille, mais comment m'accompagner moi-même, comment accompagner les personnes proches de moi qui vivons avec une conscience de la situation environnementale. Donc, on va parler avec Mélina autant de cette place de l'éco-anxiété dans notre société, au niveau de la globalisation, au niveau du globe, mais aussi de qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à connaître ses réactions, comment on réagit à l'éco-anxiété et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne va pas tomber dans justement des réactions traumatiques qui peuvent nous mener vers le burn-out, surtout si on est des personnes qui ont des hauts degrés de responsabilité, de responsabilisation, hein, et qu'on a souvent envie de changer les choses, mais qu'on ne sait pas nécessairement par où prendre le bout du bâton ou qu'on prend beaucoup de choses sur nos épaules. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser avec cette conversation et comme d'habitude, si vous voulez suivre Mélina, je mets tous les liens dans les notes de cet épisode et on va les nommer aussi à la fin de notre conversation. Hello Mélina, comment vas-tu? Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Salut Tatiana, moi aussi, beaucoup. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Écoute, avant de commencer notre entrevue, je brise la glace avec une question que je pose à probablement tout le monde qui vient ici. C'est quoi pour toi l'ambition? Qu'est-ce que ça veut dire être ambitieuse? Pour moi, l'ambition, c'est d'avoir des rêves et de les mettre en action, en fait, de suivre sa vision quelque part. Mm-hmm. Et de ne pas se laisser décourager par tout ce qui peut être autour, en fait. Voilà, d'y croire, en fait. Ouais. Donc, une notion de persévérance puis de croire. Oui. Ouais, de persévérance et puis surtout il n'y a pas d'échelle de valeur en fait. Ton ambition, elle est très personnelle et c'est l'envie de bien faire des choses, mais pour soi. J'aime ça. Je suis en train de lire un livre où ils disent un des grands réappropriations, je pense, du leadership, c'est de être capable de désirer ou de vouloir sans avoir à se justifier et de faire les actions qui vont mener dans cette direction. Puis dans ta définition de l'ambition, je sens cette drive aussi. Oui, il y a beaucoup de désir de former, modeler les choses. Mm-hmm. Et juste pour contextualiser un peu notre conversation, parce qu'on va parler de sujets qui peuvent être quand même anxiolytiques, élevés, lourds pour certaines personnes, peux-tu juste peut-être nous parler de comment, pas comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, mais comment ça a commencé pour toi, ton parcours dans tout ce qui est activisme, aide aux personnes qui sont dans des causes, qui s'investissent dans des causes et dans des mouvements. Est-ce que ça vient de loin? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ta vie qui a fait que tu t'es dirigée dans cette voie-là? Alors, ça vient de très loin. J'ai du mal à placer véritablement l'origine.
je me suis toujours sentie responsable. Hmm. Pourquoi? Je ne sais j'ai pas encore vraiment retracé, heu, exactement pourquoi, mais en fait, oui, voilà, je vois un problème, je vois, qu'il y aurait une façon, de le dénoncer, en tout cas au minimum, de peut-être d'apporter des solutions possiblement, et j'ai toujours eu ce drive, cet élan de dire: «Il faut en parler, il faut agir, il faut mobiliser». Et c'est voilà un très très gros, une très grande intolérance à l'injustice. Ouais. Est-ce que tu fais partie d'une fratrie? Oui, Mhm. j'ai on est trois filles. Je suis l'aînée. Voilà. Peut-être Mhm. C'est il y a quelque intéressant parce que... Oui, vas-y, vas-y. oui, il y a quelque chose de peut-être de montrer le chemin, et puis ouais, oui, oui, de garder sa place aussi peut-être. Oui, garder sa place, mais en tout cas, moi aussi, je suis une aînée, puis c'est drôle que tu parles ça parce que pour moi, le terme responsabilité résonne vraiment beaucoup pour moi aussi. Même Mhm. que des fois, c'est trop, là, c'est extrême où je dois accepter que j'ai pas toute la responsabilité sur mes épaules, tu sais. Mais je me demande à quel point c'est lié avec notre place dans une unité familiale et de voir des personnes qui sont peut-être un peu plus vulnérables, qui font partie justement de notre vie et envers qui on sent qu'on a, qu'on a une certaine responsabilité, même si on peut pas se l'expliquer. Fait que je trouve ça intéressant que toi aussi, t'es une aînée dans une famille. Ouais, ça résonne beaucoup parce qu'effectivement, à mon grand embarras et déception, quand on était en colonie, j'étais en colonie de vacances avec ma sœur. Et à la fin de la colonie de vacances, on délivrait des diplômes, la plus drôle, la plus courageuse, ou des trucs comme ça. Bon, on va pas revenir sur le concept, mais déjà, il y a ce concept. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le diplôme de la plus protectrice. Wow! Et ça m'avait tellement, tellement déprimée. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours eu, enfin, je vois au cours de récréation, j'allais défendre ma petite sœur, euh, Mhm. des gens qui l'embêtaient. On m'a éduquée à être responsable pour mes sœurs, effectivement. Ouais, La oui, plus c'est grande. ça, hein. Ouais. Puis après ça, t'as continué ça un peu dans ton parcours académique, puis dans ton parcours professionnel. Puis veux-tu peut-être juste nous donner euh, quelques points qui ressortent pour en arriver là aujourd'hui? Bon, t'es coach, mais aussi j'imagine que t'as aussi d'autres engagements Oui, dans oui, des mais causes qui te tiennent à cœur à toi aussi. tout à fait. Je me suis présentée, enfin, je me présente souvent comme étant une activiste azimutée, c'est-à-dire que je passe d'un projet à l'autre assez facilement. J'ai une éducation sciences politiques, droits de l'homme, donc c'est vrai que j'ai été amenée à travailler déjà sur des sujets lourds. J'ai beaucoup travaillé avec les réfugiés, j'ai travaillé aussi dans l'international, j'ai monté moi-même des ONG pour pour pallier à certaines questions ou manquements, on va dire. Et là-dessus, en plus, je me suis engagée en politique à un moment donné, en politique locale, parce que je voyais qu'il fallait faire quelque chose déjà au niveau local, au niveau de la ville. Et j'ai même été élue. Voilà, enfin, il y a un moment donné, ça a fait boule de neige, et j'étais un peu sur tous les fronts, en ayant deux enfants en bas âge. Et du Mhm. coup, c'est vrai que ça a fait plouf. Mhm. La bulle a un petit peu explosé. Et donc voilà, j'ai dû un petit peu recoller les morceaux, et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions, déconstruit certaines choses aussi, notamment par rapport à l'engagement et l'activisme, et cette obligation d'agir, en fait, enfin, une obligation morale pour moi, en fait, je le sentais comme ça. Et voilà, c'est à travers ça que j'ai découvert le coaching, et j'ai trouvé beaucoup de réponses, en tout cas des réponses qui me conviennent aujourd'hui. Ouais, le terme activiste, je pense que c'est un terme qui, souvent, on va hésiter à l'approprier parce que c'est pas tout le monde qui agit ou qui prend action au même degré. Dans ton cas, à toi, c'était quand même assez développé ou tu sais, c'est vraiment pas je fais juste lire des articles et partager un truc sur Instagram, mais vraiment, je vais
aller dans la rue, prendre des responsabilités politiques, bâtir des ONG et tout ça, en faire ta carrière même. Est-ce que tu sens qu'il y a un stigma ou du moins une caractérisation ou une stéréotype de, de la personnalité activiste ou de la personne activiste selon ce que tu as pu peut-être rencontrer ou les gens avec qui tu as travaillé? Un stigma, je sais pas, en tout cas des traits de caractère, je pense qu'il y a vraiment cette responsabilisation, cette indignation, cette intolérance à l'injustice, cette capacité aussi à se dire je peux faire quelque chose. Il y a quand même quelque chose, beaucoup d'empowerment, quand même, quand on est activiste, on a quand même une certaine on conserve un espoir sur le fait que notre action va quand même aider à changer les choses, ou en tout cas à guider certaines choses dans une direction qui nous semble souhaitable, en tout cas. Et donc, oui, c'est des traits de caractère qui sont très forts, je pense, chez les activistes, et avoir de dénoncer aussi beaucoup. Je pense que voilà, et c'est voilà, je pense que c'est des traits caractéristiques, et c'est des traits caractéristiques qui s'effritent beaucoup au cours du temps, justement, de l'activisme. Parce que on se prend beaucoup j'allais dire de portes, mais en fait des déceptions, des retours en arrière et tout ça. Et ça, du coup, c'est vraiment des traits de personnalité qu'on a du mal et c'est tout l'enjeu d'ailleurs, qu'on a du mal à conserver. Mm-hmm. Oui, puis j'imagine qu'il y a aussi toute la dimension culpabilité, parce que tu sais, oui, il y a la responsabilisation, mais après ça, c'est un peu le côté sombre de la responsabilisation, c'est d'en faire vraiment notre identité morale que d'être capable d'agir sur une certaine question et d'être capable de faire changer les choses. Et toi, est-ce que tu sens que, par exemple, bon, ton évolution, puis l'explosion que je vais peut-être mettre, je sais pas si tu mets le mot burn-out ou dépression ou quelque chose d'autre sur ce terme-là, mais le bris qui s'est passé, est-ce que pour toi c'était lié à certaines émotions ou sentiments négatifs justement qui étaient liés peut-être à une certaine culpabilité ou à ce que tu viens de décrire, là, un recul ou un manque d'avancement ou une déception qui venait avec ça? Oui, alors moi j'ai pas mis le mot burn-out en particulier à l'époque, en tout cas sur ce que j'étais en train de vivre. Je suis plus allée sur le terrain du stress post-traumatique indirect, qui était autre chose, parce que vu le métier que j'étais en train de faire à cette époque-là, où j'entendais beaucoup de récits de souffrance, de personnes exilées, de personnes qui avaient connu la guerre, des atrocités et tout ça. Donc voilà, j'étais vraiment un réceptacle de beaucoup d'informations comme ça. Et, du coup, ouais, voilà, je suis plus allée sur cette dimension-là, mais effectivement, c'est très connecté parce qu'il y avait aussi un épuisement global, c'est-à-dire que une perte d'identité, parce que je perdais une certaine motivation, en tout cas une certaine candeur. Enfin, mes valeurs n'étaient plus du tout aligné entre ce que je pensais incarner et ce que je vivais au jour le jour, où c'était beaucoup de fatigue, beaucoup d'irritation, en tout cas d'irritabilité, même par rapport aux témoignages que je recevais, beaucoup d'impatience, et en même temps aussi quelque chose d'être en mode automatique, voilà, d'être complètement, de faire des choses, d'être dans la performance à chaque fois, et voilà, de pas très bien comprendre, et en même temps être complètement bloqué, et enfin une sorte d'impasse, en disant oui, mais je me suis tellement identifiée à cet aspect de moi qui suis l'activiste, qui suis dans la promotion, la défense des droits de l'homme, ou de la justice climatique, parce que ça allait ensemble pour moi. Qui suis-je si je ne suis plus ça? Et si je ne fais plus ça, c'est même pas si je ne suis plus ça, c'est si je ne suis plus dans l'action, qui suis-je, quoi? Et donc effectivement beaucoup de culpabilité, parce que si je n'agis pas, je suis plus activiste, effectivement. Donc comment faire? Et puis en même temps de voir que
que je suis pas la seule aussi, que quand on commence à faire tomber les masques, et ben on voit que beaucoup de gens, après quelques années, ont cette fatigue morale et physique et continue, mais voilà, ça passe sur du cynisme, sur de l'automatisme, sur et euh, et se dire que il y a quelque chose qui cloche, et si c'est aussi partagé, c'est que c'est plus un parcours personnel, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus, c'est la strate au-dessus, c'est le Mhm. système qui est comme ça. Donc où c'est que ça cloche, et c'est là où j'ai commencé, en découvrant le coaching, à déconstruire beaucoup de choses, effectivement. Ouais, c'est super intéressant aussi dans les étiquettes d'identité, hein, parce qu'on a commencé avec cette identité de l'activiste et effectivement, dans activiste, il y a actif, il y a action. Alors, quand on arrête d'être dans l'action, est-ce qu'on est encore activiste? Quand on doit reculer ou prendre un pas pour prendre soin de soi ou pour se recharger ou pour réaligner nos valeurs et tout ça avec la réalité. Fait que ces espèces de dissonances qui doivent se créer aussi à travers le temps parce qu'on n'est pas non plus des machines qui peuvent juste continuer à agir, produire et constamment être dans l'action. Mm. C'est assez intéressant ce dont tu parles et là où tu interviens. Puis juste pour faire le pont aussi avec le sujet de la justice climatique, euh, est-ce que pour toi, le degré de trauma ou de t'as appelé ça le stress, stress post-traumatique indirect. Est-ce que ça serait quelque chose de semblable de ce que les personnes qui sont, par exemple, des activistes climatiques ressentiraient? Ou là, on parle d'un autre, d'autres types de symptômes ou de conséquences? Je pense que les symptômes sont il y a beaucoup de points communs dans les symptômes du du stress post-traumatique indirect et du burn-out et de l'éco-anxiété. Ça se Mm. rejoint. Je pense que les causes sont pas les mêmes, et les manières de léger, enfin, c'est surtout les causes qui sont pas les mêmes. Je pense que dans le burn-out, c'est quelque chose de très multifactoriel, et l'organisation et la société, et avec les effets et l'expérience personnelle a beaucoup d'impact. Quant à l'éco-anxiété, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de l'anxiété, donc c'est quelque chose de d'holistique. Enfin, c'est quelque chose Mhm. qui vient, enfin, c'est une Un réaction. contexte. Il y a comme un contexte d'anxiété dans lequel on évolue, ouais. Voilà, et le stress post-traumatique indirect, où on fait toujours la différence, parce que la différence est qu'on n'a pas, nous, vécu quelque chose, un événement traumatique, on a entendu ou été témoin. Et ça, c'est de l'ordre plus du coup de la psychologie, et c'est une pathologie dans le sens où qui nécessite un traitement. Il y en a un, et mais c'est un mécanisme du cerveau qui imprime quelque chose de l'ordre, vraiment avec une surbrillance soulignée, avec Mhm. de couleurs dans la manière dont on a enregistré les choses, pour nous protéger, pour d'éviter ce genre de situation. Mais ça nous impacte énormément dans notre présent, en fait. Voilà. Mhm. C'est intéressant parce que, bon, chacune de ces notions vont affecter le cerveau différemment. Le burn-out va affecter le cerveau. L'anxiété, en général, que ce soit éco-anxiété ou autre, va affecter le cerveau. Et euh, le stress post-traumatique indirect aussi, jusqu'à un certain point. Ils ont tous aussi des modalités de guérison ou de soins qui vont être différents. Et si on revient, parce que je pense que toutes ces trois dimensions sont vraiment intéressantes. On a déjà parlé du burn-out dans certains autres épisodes de l'ambition au féminin, puis je pense que l'un n'exclut pas l'autre aussi. Hein. Exactement, stimulatif. Tu peux avoir plus qu'un de ces symptômes-là ou de ces diagnostics-là. Si on vient un petit peu sur l'éco-anxiété, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui va toucher davantage les personnes qui vont devenir activistes ou c'est quelque chose que tu vas peut-être
voire un peu plus généralisé que, par exemple, le stress post-traumatique indirect qui, je trouve que, par contre, ça serait intéressant de voir à quel point, avec les réseaux sociaux, ça a augmenté dans la population générale, surtout avec, bon, les images qu'on voit un peu non censurées aussi, sans s'y attendre, sans y être préparé, sans avoir été formé nécessairement pour savoir quoi faire avec cet influx d'informations. Quand on parle de l'éco-anxiété, est-ce que tu sens que c'est quelque chose un peu plus, justement, global, généralisé, contextuel que les autres situations? Oui, oui, c'est contextuel, c'est globalisé. Je crois qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment qui font état de ce fait que les jeunes générations notamment souffrent d'éco-anxiété de manière assez généralisée. Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun. J'ai toujours cette phrase de Cécile Duflot, qui était une responsable politique à l'époque pour les Verts, enfin les ELV en France, et qui est aujourd'hui la présidente de Oxfam France, donc qui est vraiment engagée dans ces choses. Et j'étais à une conférence et qu'elle avait dit, bon, bah, vous avez vu tous les rapports, vous les avez lus comme moi, je crois qu'on n'est pas débiles, on a compris qu'on allait droit dans le mur. Donc, et à partir de là, c'est quand même un gros déclencheur de dire ah bah oui, mais c'est vrai, on va dans le mur, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc comme il y a un danger, d'un coup, et ben il y a activation du système nerveux en disant voilà. Et c'est un peu ce que je remarque aussi dans ma pratique de coaching et tout ça, c'est-à-dire que l'éco-anxiété, c'est une nouvelle manière, enfin, elle commence à durer, mais en fait, c'est une manière d'être activé qui est très latente et qui est, si on n'en prend pas conscience, en fait, elle va déterminer tout un tas de comportements qui nous sont néfastes, en fait. Voilà. Et je pense vraiment que de la manière dont on parle de l'éco-anxiété, de les présenter déjà comme une pathologie, je pense pas que ce soit une pathologie, je pense que c'est une réaction très normale à ce qui se passe, en fait, et je pense que tout être normal, normalement constitué, qui a un peu de sensibilité, est naturellement touché par l'anxiété et l'éco-anxiété en particulier, mais qu'à partir du moment où on prend conscience que c'est une activation de notre système nerveux et qu'on est en hypervigilance, ça peut changer beaucoup de choses, parce que déjà on peut prendre des actions pour réguler son système nerveux, c'est ce qu'on fait en coaching, et surtout ça nous permet de déconstruire certains comportements qu'on peut avoir, parce que quand on est activé, on a cet instinct, soit d'attaquer, soit de fuir, soit au contraire de faire le mort, ou au final d'apaiser. Et ça peut être cumulatif, mais du coup, on s'aperçoit que ceux qui sont en mode, qui ont l'habitude d'attaquer, vont continuer à attaquer et certainement passer leur nerf sur les gens. C'est pas anodin d'ailleurs qu'on voit en période de stress, notamment les grosses chaleurs, les canicules, les violences domestiques et les violences faites aux femmes augmentent significativement parce qu'à un moment donné, le stress concerne tout le monde. Et tout le monde ne sait pas justement réguler son stress. Donc ça, c'est intéressant à noter. Aussi que ceux qui ont tendance justement à fuir le problème avoir des comportements un petit peu de distraction, donc l'augmentation du shopping, de la consommation, de s'assommer devant la télé, tout ça, et ce qui est complètement contre-productif finalement, parce que justement quand on est activiste et qu'on lutte pour la justice climatique et des politiques publiques justement en faveur de l'environnement, si en plus parce qu'on est anxieux et activé et qu'on n'a pas géré notre anxiété, on a des comportements comme ça d'ultra-consommation, on est en complète dissonance, en fait, avec nos valeurs d'un côté et nos actions comportementales de l'autre, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer pour pouvoir les contrer. Il y a aussi faire le mort. Faire le mort, ça veut dire ne plus rien faire et de tourner en boucle sur
sur ces spirales anxiogènes, donc vraiment pas très complètement contre-productif justement pour l'action en faveur d'un changement pour la justice climatique. Et ce que je préfère, c'est de l'apaisement, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de faire en sorte que tout va bien, et donc du coup l'hyper-responsabilisation, c'est pour ça que je me reconnais un petit peu, c'est cette idée qu'on va s'engouffrer dans l'action à tout prix, et c'est une voie royale, en fait, justement, pour le burn-out militant, de dire, parce qu'on est partout, tout le temps, sans aucune stratégie, ou en tout cas sans stratégie de bien-être, en fait, de prendre de soi. Et donc, mon propos, c'est vraiment de dire, une fois qu'on a décortiqué un peu toutes ces comportements et ces réponses automatiques à une activation, qui est réelle, pour le coup, de se redonner le choix de savoir comment on veut agir, qui on veut être, et reprendre le contrôle, rechoisir justement peut-être l'indignation qui va nous permettre d'agir de manière différente, de choisir d'autres modèles d'action qui n'ont pas une réponse traumatique, en fait. Et donc de re-rentrer dans cette identité d'activisme, mais qui va être productif et non pas destructeur envers soi ou envers notre identité psychique ou peu importe. Exactement, de choisir en fait une approche beaucoup plus consciente de l'activiste qui sait prendre soin de lui ou d'elle-même du coup déconstruisant un peu tout ça, en régulant son système nerveux, en acceptant en fait de faire partie d'une sorte d'écosystème aussi, c'est-à-dire que c'est pas tout ne tombe pas sur ses épaules, et que et qu'il y a plein justement de comportements, comment dire, c'est toi qui utilises des archétypes justement dans ton coaching, de dire qu'il y a justement les socialisations au perfectionnisme, de la bonne élève, du super-héros, tout ça, ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que c'est notre manière de nous présenter au monde. Si on fait pas le tri de tout ça, on va répéter ces comportements dans notre activisme, et du coup nous amener droit au burn-out ou au PTSD ou encore à l'éco-anxiété non gérée. Ouais, c'est ça, parce que bref, c'est une histoire un peu macabre, puis je pense que je vais probablement mettre un petit disclaimer à cet épisode, mais parlant de ça, tu sais, je lisais récemment, je pense que c'était en 2021, que c'était arrivé qu'il y avait eu un cas de suicide en Belgique d'un homme qui avait, il y avait d'autres problèmes de santé mentale, mais il y avait une éco-anxiété si forte qu'il a demandé à, je pense que c'était en tout cas, c'était un équivalent de ChatGPT, une intelligence artificielle générative, et il a commencé un dialogue avec cette intelligence artificielle générative qui l'a mené vers le suicide comme réponse à l'éco-anxiété qu'il ressentait et à travers laquelle il s'était embourbé d'une façon extrêmement maladive et que personne n'était capable d'intervenir par rapport à ça. Fait que cette notion aussi d'écosystème puis de comprendre qu'on est dans un contexte global qui ressent ça sans nécessairement l'avoir conscientisé et qui traverse plusieurs phases de dissonance, autant dans leur petite famille que dans leur comportement, que dans leur vie professionnelle, que dans leurs identités et tout ça, et que ça vient chambouler un peu tous ces aspects-là sans même qu'on s'en rende compte. C'est comme un peu la phase 1 aussi de réaliser qu'il y a une voie vers une meilleure gestion de cette circonstance-là. Oui, tout à fait. Enfin, l'éco-anxiété et l'anxiété, c'est plus ou moins la même chose. On a donné, je trouve ça génial d'avoir trouvé ce terme éco-anxiété parce que ça a mis un nom sur quelque chose de très diffus, et en fait, quand on voit le mot éco-anxiété, on comprend tous intuitivement à quoi ça réfère, en fait. Et ça, c'est vraiment génial, mais ça reste de l'anxiété, et l'anxiété, c'est quand même bon de se rappeler que notre cerveau est juste câblé pour être anxieux. C'est ce qui nous a permis de survivre, en fait, tout simplement, d'être là aujourd'hui, de se parler, que c'est un système de survie. Sauf que on a oublié dans
dans le processus de faire la part entre la menace imminente et une menace perçue. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de déconstruire et de réguler au maximum, parce que d'un côté, c'est un comportement où c'est un comportement complètement normal, on est câblé pour ça, et de l'autre côté, ça nous est c'est extrêmement délétère pour notre santé mentale. Et effectivement, cet exemple de suicide, c'est vraiment l'extrémité. Mais ça arrive malheureusement, notamment dans les burn-out notamment c'est vraiment le point essentiel, c'est quand on voit qu'il y a plus qu'on perd l'espoir, qu'il y a plus d'espoir, qu'on perd toute utilité et que ouais. Bon, puis là, on parlait quand même un peu plus général, puis si on vient justement à ceux qui sont très actifs ou qui s'identifient comme des activistes dans ce milieu-là, est-ce que tu as des conseils ou des pistes pour leur permettre justement de mieux gérer cela? Parce que, tu sais, c'est une chose de dire, oui, je les ai lus les rapports, comme tu disais tantôt, hein, on n'est pas dans la négation, on sait qu'on doit faire quelque chose, on veut être investi puis engagé, on se sent responsable de ce qu'on est capable de faire, et l'anxiété demeure. Donc, est-ce que, tu sais, pour toi, ça serait quoi, mettons, dans les premières étapes ou dans les étapes à adresser pour être capable de, justement, peut-être s'alléger un peu cette charge anxieuse, puis être capable d'avoir peut-être un peu plus de équanimité à travers cet activisme, cette action? Oui. Je pense que j'essaye d'organiser ma pensée, parce que à chaque Elle fois, est complexe, ma question, je trouve. Ouais. Puis j'ai une pensée un peu complexe que je dois mettre en ordre, parce que voilà, je pense que déjà il faut déconstruire le fait que si on est anxieux, c'est un problème. En soi, ce n'est pas un problème, mais je pense qu'il faut retourner la situation en se disant de se faire confiance, qu'on va reconnaître une menace imminente à une menace diffuse. Voilà, et c'est tellement une menace imminente, on va réagir, on va même pas se poser la question. Par contre, la menace qu'on imagine, qu'on anticipe, notamment en lisant ces rapports, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus latent, et on a du mal à faire le tri de toutes les pensées que ça génère, justement. Et on a tendance à croire que ces pensées sont particulièrement vraies. Donc il y aurait ça sur lequel il faudrait être vigilant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste pour réguler son système nerveux, donc à travers des techniques de régulation, du tapping, de la stimulation bilatérale, des réflexions, enfin de la respiration, d'essayer vraiment de retrouver un état neutre et de se demander en fait comment je veux me sentir aujourd'hui, sans qu'il y ait une positivité que j'appelle positivité toxique. C'est pas de dire que tout va bien et qu'on est dans un pays des bisounours, mais on a le droit aussi de se sentir en colère, de rester aussi avec la tristesse, la colère, enfin, une émotion qui nous paraît juste, mais qui nous met pas non plus dans une spirale d'action, en fait, ou au contraire complètement bloqué. Je fais juste une mini-pause parce que je trouve ça intéressant aussi de signifier que la spirale d'action peut être aussi une façon de fuir, parce qu'on se distrait à travers la surcharge ou le surtravail ou le surmenage ou des choses comme ça. C'est un peu ça aussi. Hein. Je voulais juste, ça m'avait fait penser à ça, mais je te laisse continuer. Oui, c'est intéressant. Oui, voilà. Et puis et voilà, et je pense vraiment d'avoir cette conscience de se penser en écosystème, c'est-à-dire on fait partie d'un grand tout aussi. On vit connectés les uns avec les autres, et que dans cet écosystème, chacun a un rôle, chacun agit
de manière différente, et c'est bien aussi. Et donc, c'est-à-dire de ne pas culpabiliser sur son niveau d'énergie du moment et se dire bah, aujourd'hui je peux pas faire plus que Mhm. lire ou écouter quelque chose sur Facebook ou LinkedIn ou les réseaux sociaux. Et, euh, et demain, peut-être que je ferai autre chose, et peut-être que demain, je ne ferai que dormir. Et demain, enfin voilà, d'être toujours dans quelque chose de l'ordre ouais, de revenir à l'être qu'on est en fait, et de dire que notre participation ici dans cet écosystème a de la valeur en fait, et que du fait de nos valeurs aussi, ça fait bouger des lignes perceptibles, et de plus en plus imperceptibles plutôt, et le plus on est justement régulé et calme, et on gère notre anxiété, plus ça appelle aussi à une co-régulation de notre entourage qui permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus apaisé et d'inspirer aussi, parce que à travers ça, les gens vont peut-être prendre le relais ou faire autre chose ou penser à d'autres actions que eux peuvent faire. Et ça, Mhm. c'est vraiment essentiel. Et forcément, avoir un système régulé, un système nerveux régulé, ça implique de prendre soin de soi avant tout. C'est-à-dire, il faut bien dormir, il faut bien manger. Ça, je sais que j'ai l'impression d'être la maman des fois en disant, mais c'est essentiel en fait de gérer un petit peu l'apport d'énergie et la sortie d'énergie du corps. Donc, de se mettre en mouvement, c'est aussi important. Et, euh, et ça, c'est aussi important de dire que c'est pas une question de discipline ou de bonne volonté, que ça a beaucoup à voir aussi avec la manière dont on a codé les choses en fait dans son cerveau, et donc du coup pour changer un petit peu ses habitudes, c'est là où justement le coaching peut être vraiment intéressant pour débloquer certaines situations par rapport à soit l'inertie, soit justement trop d'action. Ouais. Ouais, changer nos réponses automatiques comme si justement, quand on est anxieux, on va magasiner en ligne, puis là, soudainement, on achète plein de choses dont on n'a pas besoin, puis on se sent mal d'avoir surconsommé. Ben là, c'est de voir est-ce qu'on peut adresser au moins une petite chose à la fois aussi à l'intérieur de notre façon de gérer cette Mm, anxiété-là. complètement. Est-ce que tu vois un lien? Parce que j'entends pas beaucoup on dirait qu'il y a comme le monde activiste et il y a le monde de la spiritualité, et souvent j'ai l'impression que les deux communiquent pas suffisamment, parce que jusqu'à un certain point, moi du moins mon apprentissage ou mon développement personnel puis mon développement de responsabilisation m'a amené à m'ouvrir davantage à une connexion spirituelle au vivant et aux écosystèmes auxquels j'appartiens et au groupe et tout ça. Est-ce que pour toi, puis ça c'est vraiment juste ouvert, là, je dis pas que c'est moi qui ai raison ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as vu un lien avec peut-être ton propre développement spirituel ou la façon dont les gens autour de toi ou des personnes avec qui tu travailles, leur lien avec ça aussi, ou l'importance ou le bienfait de d'avoir une connexion spirituelle au-delà aussi de juste ce qu'on fait dans le Mm. moment présent, mais aussi qui on est dans ce grand univers auquel on appartient. Alors, c'est intéressant cette question. C'est une question très intéressante parce que moi particulièrement, je me suis jusqu'à présent jamais présentée comme étant quelqu'un de très spirituel. Au contraire, je pense que je suis venue au coaching plus avec un esprit très cartésien au départ, euh, presque scientifique, en me disant ah voilà, ça fonctionne. C'était rassurant à ce moment-là de dire ok, ça fonctionne comme ça. Mhm. Étapes, et ça va. Et c'est à travers le coaching et aussi parallèlement à travers, je dirais, la science politique et notamment le courant d'idées liées à l'écoféminisme et l'intersection des luttes, où là, on a un petit peu, on aborde un peu cette histoire d'écosystème et ouais, beaucoup d'écosystèmes surtout.
il y a beaucoup de spiritualité aussi dans l'écoféminisme parce que on déconstruit aussi les manières de représentation politique et même on combat un peu cette idée que c'est la raison qui l'emporte sur tout. Donc Mhm. voilà. J'y arrive en fait avec ces déconstructions-là. Mhm. Euh, et avec cette idée, effectivement, en passant par les théories de l'inconscient, que y a des choses, voilà, qui sont connectées et qu'on n'arrive pas forcément toutes encore bien à expliquer. Et du coup, il y a une sorte de saut de foi, leap of faith, Mhm. à faire là-dedans. Et donc, je pense que, en tout cas pour moi, dans mon parcours personnel, c'est une approche un peu à petits pas vers une certaine spiritualité. Après, l'activisme, effectivement, peut être spirituel. La preuve en est, il y a beaucoup de courants religieux qui font beaucoup d'activisme. Ouais, et beaucoup d'activistes qui sont qui rappellent certains courants plus hermétiques, je dirais, où soit tu es dans le groupe et tu agis selon certains dictats, ou tu es à Mhm. l'extérieur et tu ne fais plus partie du mouvement. En tout cas, là, c'est une autre conversation, mais je trouve ça Il y a une autre intéressant, système. ouais, de voir ces liens-là, mais aussi pour moi, je pense que quand j'ai commencé à juste adresser un petit peu mon éco-anxiété, parce que une des grandes euh, peurs que j'ai naturellement, j'ai une fille, une petite fille, tu sais, de la voir aussi commencer à prendre conscience de ces choses-là, c'est difficile pour un parent, euh, sachant que, bon, on est tous là-dedans ensemble, Mhm. mais de m'éduquer aussi sur d'autres cultures, des cultures autochtones qui avaient une autre relation à la nature, que d'autres systèmes de consommation ou de travail ou de valorisation pour me rassurer qu'il existait d'autres systèmes et que c'est pas soit on a une planète en santé ou il y a, tu sais, on est capable de manger à la fin de la journée ou quelque chose comme ça. Mais bref, de Mhm. pouvoir jouer avec ces questions difficiles au niveau intellectuel, mais de leur laisser un peu plus d'espace dans le milieu de l'imaginaire. J'ai l'impression que le spirituel permet et que si on reste juste focusé sur les faits, souvent, ben, on tourne en rond, justement, si on n'est pas capable de sortir un peu de de la micro-cognition, là. Mais bon, je trouve ça fascinant. Complètement. Et, ben, j'ai des enfants aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon éco-anxiété aussi, parce que quand on parle justement de changement climatique, on pense aux droits des générations futures, en fait, d'avoir Mhm. une vie digne. Et, et c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et qui m'active beaucoup aussi. Et en même temps, quand je vois en fait, quand j'arrive à justement à réguler mon système nerveux et que j'observe mes filles interagir dans leur monde, Mhm. je m'aperçois que elles font partie de ce monde, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément encore l'historique d'avant. Pour elles, déjà, c'est déjà leur monde normal. Donc, elles comprennent pas forcément notre anxiété. Mhm. Et donc du coup, je trouve très injuste de leur transmettre cette anxiété ou cette éco-anxiété et surtout la responsabilité de faire quelque chose. C'est Mhm. vraiment quelque Mhm. chose à laquelle j'essaye de faire attention dans le sens où, oui, effectivement, on a quand même des réflexes à avoir, économiser l'eau, faire attention, le tri des déchets, tous les éco-gestes qu'on a parlé, mais comme qui sont autant de gestes nécessaires, mais en même temps ultra culpabilisants quand on oublie de les faire ou quand on n'a pas envie de les faire, ou quand c'est trop difficile, quand ça s'intègre pas dans notre... parce que voilà, c'est une responsabilité collective
et qui nous dépasse aussi. Il y a quand même, c'est aussi un système qui est en faute là, un système complètement, pour pas dire le système capitaliste, mais en tout cas un système extractiviste qui a vraiment pris toutes les ressources. Donc c'est ces allers-retours à faire. Et moi, en fait, j'essaye de faire en sorte de pas coller mes propres peurs et mes propres interrogations et mes propres conclusions, en fait, sur les leurs, parce que l'espèce humaine est ainsi faite. On hérite d'un monde et ça devient notre monde, notre réalité. Et c'est à partir de là qu'on va se construire. Et donc, du coup, voilà. C'est ce que en tout cas, j'essaye de me rassurer comme ça en me disant de ne pas confondre. Elles vont avoir des anxiétés, certainement. Et il y aura certainement lieu de les accueillir et de les accompagner par rapport à ça. Et je pense que le combat est plus sur la lutte politique, là, pour le coup, que sur transmettre voilà, l'impératif de faire des éco-gestes. Ouais, d'où le fait que les politiciens devraient être coachés au niveau de leur régulation émotionnelle, etc., mais aussi responsabilisation et bon, en même temps, on a seulement le contrôle sur soi-même et non sur tout le reste de la population. Fait que c'est de jouer avec ses limites et ses possibilités, hein. C'est toujours entre ce qui est possible de faire et ce qu'on on est limité aussi, que ce soit par notre capacité ou nos contextes ou simplement notre condition humaine. C'est vraiment... En tout cas, je trouve que c'est un grand sujet dont on parle... Ben, du moins, moi, j'en avais jamais parlé ici sur le podcast. Et je pense que ça a un lien avec ce qu'on parlait au début, que moi, je m'identifie pas nécessairement comme une activiste, même si je fais beaucoup d'actions de sensibilisation sur un tas de sujets. Mais même en termes dans le féminisme, je me considère pas comme une activiste parce que j'ai cette idée de qu'est-ce que veut dire, tu sais, qu'il y a une notion de lutte, qu'il y a une notion d'être dans la rue, qu'il y a une notion d'être très politisé dans les communautés comme ça. Et en même temps, j'aimais qu'on puisse en parler pour la population en général, mais aussi pour les personnes qui sont au front et qui décident de prendre ces identités-là aussi. Là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci d'avoir amené tout ça. Là. C'est fascinant. Ben, merci à toi. Est-ce que tu veux nous laisser sur un mot de la fin ou un message que tu aimerais transmettre par rapport à tout ça? Comment tu vois, toi, le futur? Comment tu le... Je sais pas. Je te laisse carte blanche. Ah, quelle pression! Le futur, en fait, je veux le rêver. Je continue à le rêver, mais je m'interdis de trop y penser. Je veux vraiment être dans le moment. En tout cas, être vraiment dans le moment et dans la conscience. C'est vraiment l'antidote que j'ai trouvé pour lutter contre l'anxiété, en fait. Et si l'anxiété, justement, c'est se faire des scénarios, divers scénarios sur tout ce qui peut être possible, dans ce cas-là, je préfère rêver et me faire des films qui me plaisent. Voilà. Ça me régénère beaucoup plus que voilà, c'est vraiment que c'est histoire de se régénérer. C'est pas une question d'avoir la vérité ou pas, en fait. On s'en fout quelque part. C'est vraiment d'être bien là maintenant. Et de puiser de l'énergie et de choisir dans quelle énergie je fais un pas et puis l'autre. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a apaisée vraiment dans cette histoire, parce que voilà, on changera pas tout seul, mais plus on est apaisé, plus on est co-régulé, en fait, plus il y a des choses qui vont se passer de manière beaucoup plus imperceptible.
pense. Voilà. Ouais, et la notion de plaisir, hein, dont on n'a pas parlé aussi, mais on peut Exactement. être activiste, on peut vouloir changer le monde, on peut être ambitieux et on peut ressentir des émotions fortes, mais aussi avoir du plaisir et c'est pas une culpabilité que de se laisser vivre aussi dans ce présent avec toute la gamme d'expériences qui viennent avec. Magnifique. Complètement. Non, mais ça, ce serait presque une autre idée de podcast, parce que à ce moment-là, il faut aussi déconstruire cette notion le système de soins, enfin du care. C'est très sacrificiel. Enfin, c'est-à-dire que voilà, l'activiste a aussi cette injonction à faire le travail émotionnel de la société. Hein, Ouais. et du coup, c'est vrai que la notion de plaisir, elle est loin derrière, parce qu'il y a le sacrifice qui prend toute sa place. Et donc, du coup, de déconstruire ça permet aussi effectivement de retrouver d'autres clés de vie, en fait. Voilà, tout simplement. Wow! C'est vrai, ça ouvre une autre conversation, c'est super excitant. Merci beaucoup, Mélina. Veux-tu nous dire où tu es, où on peut te trouver, où c'est le plus, où tu es la plus active, où tu partages tes réflexions ou tes connaissances? Oui, alors je suis très active sur LinkedIn, en tout cas j'essaye de l'être, et j'ai un super nouveau site qui vient de sortir. Je pense que tu mettras les références dans les notes de l'épisode, et c'est là où je vais m'essayer à l'exercice du blog, voilà, parce que j'aime beaucoup écrire, et c'est une manière de structurer aussi cette pensée et de créer aussi une pensée par rapport à tout ça. Donc voilà. Autrement, géographiquement, physiquement, je suis basée à Leipzig, en Allemagne. C'est très cool. Merci, on va mettre les liens pour que les gens aillent découvrir ton travail et communiquer avec toi si elles veulent justement avoir de l'accompagnement autour de leur activisme, de leur éco-anxiété et tout ce qu'il y a entre ces grandes dimensions qui sont d'être actif, d'être un agent de changement dans le monde. Merci Mélina, à très Merci bientôt. Katrina, à très vite. Avant de te laisser, je voulais prendre un temps pour t'expliquer un petit peu c'était quoi Terre fertile, parce que si t'as écouté jusqu'à maintenant, c'est très probable que tu sois une de nos âmes amies, tu fasses partie de notre communauté sans le savoir encore. Terre fertile, c'est un mentorship de 12 mois que j'ai créé pour accueillir des entrepreneurs qui demandent travailler pour gagner leur vie, mais vraiment pour créer du sens pour elles, pour leur communauté, pour le monde dans lequel elles vivent. Donc des agents de changement, des personnes qui veulent changer des paradigmes et qui veulent le faire sans compromis sur leur lifestyle, sur leurs revenus, sur la vie qu'elles désirent rêver. Donc, des ambitieuses qui ont à cœur aussi le changement social. Et ça, c'est ce qu'on essaye de construire ensemble dans Terre fertile, c'est de croire à des espaces d'épanouissement dans lesquels on n'est pas obligé de rentrer dans des moules, on n'est pas obligé de devenir les esclaves d'un système économique qui a été pensé pour l'extraction. Et comment est-ce qu'on peut, à travers le pouvoir qu'on va chercher en devenant entrepreneur, changer justement ces codes-là, autant au micro, donc dans nos familles, dans notre façon de gérer notre quotidien, qu'au macro, donc dans la façon dont on va engager des personnes, créer des écosystèmes de profitabilité et ensuite partager notre médecine, partager nos dons, partager nos talents au reste du monde. Donc Terre fertile, c'est ce mentorship où on travaille beaucoup de façon non hiérarchique, dans un milieu horizontal, pour aller chercher l'intelligence de chacune des personnes qui en fait partie. C'est un groupe qui est
choisi. Donc, c'est un programme sur candidature pour laisser entrer justement les personnes qui ont envie de développer ce genre d'écosystème-là et qui le font avec conscience. Donc, oui, on parle de revenus, oui, on parle de profit, oui, on parle de vente, oui, on parle de productivité, mais selon un angle complètement différent que ce qui est approché dans la majorité des programmes qui sont justement dans ce modèle capitaliste extractif. Donc, si tu te sens appelée, intriguée, curieuse de cet environnement entrepreneurial de développement, je t'invite à envoyer d'abord ta candidature à mtamarque.com/terre-fertile et on pourra commencer la conversation à partir de là et voir si c'est quelque chose que tu veux intégrer. Naturellement, les membres de Terre Fertile font partie de mon plus haut tiers de services. Donc, c'est eux qui ont accès à toute la gamme de mes produits, y compris les anciens programmes de Money Brand, les masterclass qui sont créés pendant leur temps avec nous et le nouveau contenu qui avait été produit pour Autopoésis, qui est justement axé sur les piliers de richesse qui créent ton entreprise. Donc, n'hésite pas à venir me parler si tu as des questions. Entre-temps, envoie ta candidature, ça t'engage à rien et ensuite, tu pourras avoir plus de détails, surtout si c'est le type de communauté que tu cherches.